Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Lily Black Tarot, qui est un jeu auto-publié de Célia Melville, que j'aime beaucoup, et je vous avais déjà présenté la version Lily White, qui est la version, on va dire, colorée, hop, je vous le remontre, hein, colorée sur fond blanc, et là je vais vous montrer la version un petit peu colorée sur fond noir. Donc ces deux jeux, ils ont une énergie très différente, et pour l'instant j'ai finalement plus travaillé avec le Lily Black, et donc je suis super contente de vous le montrer. En plus j'ai eu des questions sur comment faire du travail de l'ombre, etc. Donc j'en profiterai pour répondre un petit peu à ces questions. Voilà. Donc, je laisse le Lily White de côté. Si vous voulez regarder la review, je pense que je me mettrai une petite étiquette à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez y accéder directement. Donc, c'est un jeu auto-publié qui arrive dans une boîte qui est magnifique. Et puis, on a derrière « Ose, trouve ton chemin, le monde est en toi, le monde est à toi ». On a quelque chose de bilingue. Voilà, et cette présentation, c'est aussi un jeu donc qui n'a pas de petit livret, mais il suit le Rider-Waite, si jamais vous êtes familier du Rider. Mais on peut, si on a envie, aussi prendre le livre en fait d'accompagnement, où on a plus d'explications sur la carte, plus voilà le côté côté lumineux, côté sombre, on a des mots-clés, on a un bouquin en fait qui est très bien fait avec les deux tarots. Et puis il y a à la fin il y a des propositions, non c'est pas à la fin, où est-ce que ça, il y a des propositions de tirage, voilà. Hop. Et puis voilà, toute une petite partie, un peu un petit cours sur le tarot avec l'explication de qu'est-ce que c'est que la suite des pentacles, la suite des épées, la suite des coupes, la suite des bâtons, voilà, les fameuses cartes de cours, tarot et numérologie, etc. Donc j'aime bien, c'est pareil, je vous l'avais pas mal présenté, je l'avais plus montré dans l'autre, donc je vais pas tout vous remontrer, mais juste voilà, pour information. Par exemple là, elle a trié en fait les cartes par numéro de carte. Donc par exemple là, on a tous les trois, donc 3 de pentacle, 3 d'épée, 3 de coupe, 3 de bâton, et elle a remis les mots-clés qui sont liés aux 3. Puis donc après les définitions, enfin les explications sur les cartes. Donc voilà, je trouve que c'est un petit bouquin, mais qui est vraiment très bien fait, et puis qui est magnifique parce qu'il est tout en couleur. Et puis voilà, on a du papier de qualité, c'est vraiment très réussi. Voilà, alors maintenant on va passer au tarot. Alors vous avez peut-être vu, parce que de temps en temps je poste certains tirages que je fais avec le Lily Black. On a une super boîte qui coulisse bien. On a un petit cordon pour sortir les cartes. Alors, vous voyez que on a des bords noirs. Hein, c'est pas moi qui les ai faits. Là, on a quelque chose qui est lié aux cartes, donc qui va pas disparaître. Et puis, on a donc ces cartes avec un fond noir et une illustration qui est faite donc avec des traits blancs et avec des couleurs. Alors je le trouve touchant, je le trouve très bien pour faire du travail de l'ombre, parce que pas parce que intrinsèquement il est mieux, c'est que juste comme on a un fond noir, on a cette idée d'ombre, on a cette idée d'aller chercher et d'aller comment dire, explorer un petit peu cette partie cachée qui est en nous. Alors le travail de l'ombre, c'est un travail psychologique qui est fait, par exemple, vous en faites, si vous êtes suivi par un thérapeute, vous allez sûrement faire du travail de l'ombre. On va aller explorer tout ce qui est caché en nous, et toute la partie inconsciente. Et quand cette partie inconsciente, elle n'est pas du tout connue,
c'est propre de l'inconscient d'ailleurs, quand on ne la refait jamais remonter un petit peu à la surface, elle remonte un peu de façon, comment dire, pas mystérieuse, mais elle remonte sans qu'on s'en rende compte dans les projections qu'on peut faire sur les autres. Donc par exemple, je vois quelqu'un et il y a quelque chose en cette personne qui est juste insupportable pour moi. C'est une partie de moi que j'ai rejetée et qui est dans mon ombre. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de courage, qui demande de ne pas être dans le jugement, parce que sinon on va pas le faire, parce qu'on découvre des parties sombres de soi, des parties qu'on a, surtout quand on était petit, mis de côté, cachées pour ne pas... parce qu'on pensait que si on les exprimait, on ne nous aimerait plus et qu'on serait abandonné. C'est vraiment le mécanisme de base. Donc dans l'inconscient, on a des parties qui sont personnelles, donc qui sont liées à notre histoire, à notre éducation, aux choses qui sont socialement acceptables ou pas, dans notre famille, on va dire. Alors donc plutôt moralement, pas socialement. Et puis il y a une partie inconscient collectif qui est liée justement aux choses qui sont socialement acceptables ou pas. Donc en nous, on a tout ce qui est noir autour de nous et qui nous rend dingue, c'est des choses que l'on a en nous, voilà, et qu'on projette à l'extérieur. Donc au lieu de le projeter à l'extérieur, on va se le réapproprier et on va regarder comment est-ce qu'on peut mettre de la guérison, mettre de l'amour, de l'acceptance, de la compréhension. Ça nous permet d'être beaucoup moins dans la violence vis-à-vis de l'extérieur. Alors les cartes, ce sont des outils fantastiques. Les cartes, les images, les illustrations, les tableaux, parce que comme on est beaucoup visuel, on va se projeter dans les illustrations et c'est comme ça que ça fonctionne, le travail de l'ombre. Voilà. Alors, donc, l'idée c'est, comme je mets des choses sombres derrière, je vais pouvoir aller plus facilement travailler l'ombre. Mais c'est aussi un tarot classique qui travaille à tous les niveaux. C'est-à-dire, je vais pouvoir aussi faire du travail de compréhension de moi, d'une situation, de voir où est-ce que je vais, quel avenir je suis en train de me préparer là aujourd'hui au présent, ou alors pour aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qui est justement en train d'influencer mon présent et donc qui influence aussi mon futur. C'est un super outil de compréhension et comment dire, un super outil aussi pour se projeter dans l'avenir et voir ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je suis en train de me préparer pour mon avenir, ou quels sont les défis que je suis en train d'essayer de relever, ou les choses qui reviennent chaque fois dans ma vie parce que je n'arrive pas à les dépasser et parce qu'on me demande de les travailler. Voilà, c'est pas grave en soi, hein, on n'apprend pas tout du premier coup, il faut du temps pour apprendre les choses, pour les transformer, et donc on a cette idée aussi de transformation. Alors j'aime bien aussi cette idée de noir au fond, parce que moi je travaille beaucoup avec la symbolique du chaudron, où je vais mettre des choses, plein de choses, des choses douloureuses, des choses qui vont pas, que j'ai envie de transformer, donc c'est assez sombre. Je vais mettre le feu dessous dans ce chaudron et je vais transformer. Et j'aime bien cette idée du noir va naître la lumière, va naître la transformation, voilà, je transforme le noir en ensoleillé, en lumière. Donc je trouve que c'est le fait d'avoir ce fond noir, ça donne cette perspective-là. Voilà. Mais on peut vraiment, avec un autre tarot, d'ailleurs avec le Lily White, on peut tout à fait faire ce travail aussi. Et avec le Lily Black, on peut tout à fait faire un travail lumineux aussi, puisqu'on a cette lumière qui naît de l'ombre et du sombre. Alors, donc on a une représentation en tarot. En fait, Célia, elle a énormément, comment dire, elle s'est appropriée les lames et elle les a transformées. Il y a beaucoup de choses très intéressantes en fait dans ces représentations. Et par exemple ici, moi j'aime beaucoup le fou avec cet arbre qui pousse. Et qui pousse dans un endroit assez, on va dire, pas tellement classique, avec tout plat, plein de choses qui sont favorables à sa croissance. C'est un peu ces petits arbres qu'on voit en montagne et qui poussent dans le rocher
presque à l'horizontale. Et c'est vrai qu'on a tous des vies un petit peu chaotiques et on arrive quand même à pousser, on arrive quand même à se transformer. J'ai gratté mon mur dehors et j'ai vu qu'il y avait dans le creux du mur à 60 cm, il y avait un petit trou et j'ai une prime vert, une toute petite prime vert qui est en train de pousser dans ce trou. C'est vraiment la folie en fait. Qu'est-ce que cette petite prime vert? C'est la folie du fou. Hein. Qu'est-ce que cette petite prime vert, elle fait dans le petit trou du mur? Pourquoi elle n'a pas poussé dans la pelouse qui est juste à côté? Eh bien, c'est sa folie à elle, et c'est ce que nous, on fait tous, puisqu'on on a tous des challenges à relever, on a tous un terreau qui est à transformer, des endroits où on pousse et qui sont pas forcément favorables au fait de pousser, mais voilà, on a cette idée-là, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fou. Alors ensuite, au niveau du magicien, j'aime bien cette idée de main avec voilà, la vie à l'intérieur des mains. Il y a quelque chose d'assez physique, hein, un peu de l'ordre de l'électron ou oui, enfin voilà, de l'ordre de l'atome avec les électrons, etc. Donc j'aime beaucoup cette étincelle de créativité qu'on a ici dans le magicien. Alors après, on peut aller voir les petits détails. Vous voyez qu'on a les suites qui sont gravées sur les doigts. On a les petites étoiles. Et voilà, on a quelque chose de très sympa. La grande prêtresse avec la notion de sagesse. Hein, on a cette sagesse qu'on voit avec la chouette. On a aussi le fruit défendu, le fruit des enfers avec le lien avec Perséphone. Donc c'est sympa parce que on l'a hein, dans pas mal de tarots, mais là elle est représentée, elle nous le présente. C'est cette visite justement dans ce monde sombre, dans le monde souterrain, qui est fait par Perséphone pendant les périodes d'hiver. Donc c'est pour ça qu'on a le retrait de la nature. C'est sa mère qui a plus sa fille, donc on a ce retrait, la nature qui se retire, et puis après quand elle remonte pendant 6 mois, et là on la sent bien qui remonte, elle va ramener la nature, les fleurs, etc. Et du coup on a ce travail aussi, même chose de psychologie, où on va aller explorer le sombre en soi, le remettre à la lumière, reconnecter des énergies de vie, des énergies de dynamisme, des énergies de mouvement. Et il y a toujours en fait en nous, même si on s'en rend pas compte, toujours cet aller-retour en fait entre le sombre et la lumière. Et c'est ça aussi la sagesse, c'est être capable de naviguer entre les deux. Donc voilà. Et vous voyez aussi qu'il y a ce petit rayon de lumière qui apporte donc l'alignement, hein, pour les gens qui font de la méditation avec l'alignement des chakras. On a vraiment cette idée-là, avec ce travail donc avec l'énergie de la lune, qui pour moi, alors c'est très personnel, hein, la lune, elle a toutes les expériences sombres de l'humanité, et donc elle est pleine de sagesse. À partir de ces expériences, on va dire, de sombres, ces expériences violentes, ces expériences de tristesse, ces expériences de destruction, et c'est pour ça que la lune, en fait, elle a pas de vie, en fait, c'est un astre qui est mort. Mais à partir de tout ça, à partir de tout ce sombre, on a une masse d'expérience, une masse de connaissances, une masse de sagesse que la Terre qui est vivante aujourd'hui doit intégrer pour pouvoir réussir ce petit challenge, enfin ce gros challenge de l'incarnation de l'esprit dans la matière. Donc elle est super intéressante, cette carte de la grande prêtresse avec ce lien avec la lune. Alors on a l'exubérance de l'impératrice, avec cette exubérance qui est beaucoup liée à la matière. Donc pour être exubérante, elle a besoin aussi d'être... il y a ce lien entre la mort et l'impératrice qui va... Enfin, ces deux cartes, elles vont ensemble, c'est-à-dire si on ne détruit pas, on ne peut pas créer. Et le trop de création fait qu'on va aussi détruire. Donc il y a toujours aussi cette idée d'équilibre entre les deux à trouver. Et donc j'aime bien là qu'elle ait un côté... qu'elle envahit en fait. Il y a ce côté qui envahit, qui
qui occupe l'espace. Alors, donc, l'empereur, voilà, plutôt style empereur romain. J'adore le hiérophante avec plus l'aspect de la connaissance qu'on a. Alors, dans le tarot de Marseille, l'aspect de la connaissance, on l'a dans la Grande Prêtresse, hein, puisque la Grande Prêtresse a un livre. Là, dans celui-là, on va plus le mettre dans le hiérophante, avec cette connaissance qui est transmise, avec les clés, en fait. On a ce lien aussi avec Saint-Pierre, hein, les clés du paradis. Donc, le lien avec le haut et aussi les clés de la connaissance. Donc, on a plus l'enseignant que le lien entre le haut et le bas dans cette représentation-là. Mais du coup, elle va beaucoup mieux passer parce que le hiérophante, justement, il est source de projection, énormément de projection. Donc là, on a quelque chose de plus doux. Alors, les amoureux, moi j'aime beaucoup, hein, il y a ces deux arbres qui ont poussé l'un contre l'autre, qui se mêlent. Voilà, je trouve que c'est une belle représentation. Voilà, le 7 avec le chariot, les chevaux fous, le fait de diriger en fait ces chevaux fous. Alors bon, moi j'aime énormément évidemment la justice. Comme on a un personnage à la peau sombre, on peut voir aussi l'Égypte avec la Mahat. Mais on a beaucoup plus que ça, hein. Donc on a les choses traditionnelles qu'on voit sur la justice, donc la balance au niveau de l'œil, on a l'épée, ici on va avoir les 4 éléments, et puis on a l'étoile et la lune, donc voilà, et puis cet œil perçant en fait, qui voit à travers... oui, qui est capable de voir à travers les apparences. Donc j'aime beaucoup qu'elle soit en 8, puisque pour moi, dans le chemin du battleur, avant d'aller justement travailler l'inconscient et dans l'ombre, il faut il faut s'engager envers la justice, voilà, envers la vérité. Je vais à la recherche de la vérité, je ne veux pas me raconter des histoires, et j'accepte de tout voir, le sombre et le clair. Et là, justement, ici, on a ce travail du sombre et ce travail interne. J'aime bien qu'il soit dans l'arbre, parce qu'on a ce cocon un petit peu protecteur, mais on voit qu'on est dans l'ombre et qu'on va aller explorer cette partie sombre en soi. Voilà, et le travail de l'ombre, il est énormément dans cette carte de l'ermite, dans beaucoup de cartes, dans beaucoup de tarots, hein. Voilà, ce travail de l'ombre, c'est cette carte-là. On l'a aussi, hein, dans le diable, bien sûr, où là on va faire remonter les choses. Mais là déjà l'exploration et mettre la lumière sur nos ombres, c'est ce travail qui est hyper intéressant. Alors, une jolie roue de fortune, plutôt liée au cycle en fait. Donc on retrouve ce cycle des saisons, on retrouve le cycle de la lune, et puis ce côté un petit peu à travers ces cycles que nous, on ne maîtrise pas, c'est-à-dire on ne maîtrise pas le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc il y a des parties de nos vies qu'on ne maîtrise pas. Donc on a cette idée de cycle, de moments où c'est plutôt clair, plutôt le printemps dans nos vies, des moments où c'est plutôt l'hiver, et même chose au niveau du travail de la Lune. Donc je trouve que elle est très jolie cette carte, et elle exprime très bien la signification de la roue de fortune. Donc là, on a la force, une force beaucoup plus tendre, beaucoup plus douce que... elle a un côté très très romantique, je trouve, avec donc les roses, avec le lien au cœur. Donc c'est, voilà, pareil, intéressante. Ici, donc on a le serpent de la transformation, le côté inconfortable du pendu. Alors ce côté inconfortable du pendu, c'est il y a beaucoup de choses dans le pendu, hein. Soit on le prend sur les origines de la carte, jusqu'aux interprétations d'aujourd'hui de pause, de méditation.
quel que soit en fait le travail qu'on fasse avec le pendu, c'est toujours inconfortable. Il y a toujours un apprentissage, mais c'est toujours inconfortable. Même la méditation, hein, ceux qui font de la méditation, vous savez qu'il y a une partie hein, qui est inconfortable. Déjà la position, quand on fait vraiment des méditations dans le bouddhisme, il faut être très avancé pour plus sentir en fait les douleurs du corps. Et puis il y a le fait de se poser et d'être face à soi-même. Donc on a ça et on a tout l'apprentissage et la transformation à travers ce serpent. Mais on a aussi, voilà, on a le sang, hein, le serpent qui mord le personnage. Donc voilà, j'aime beaucoup. Hein. Là, on n'est pas dans quelque chose de tout doux. Hein. On avait quelque chose de très romantique, très léger avec la force. Là, on a quelque chose d'assez puissant et posé. Alors ici, on a, alors ça tombe bien parce qu'elles viennent juste de s'ouvrir. On a la perce-neige qui est la première fleur qui naît après la mort de l'hiver, après ce tendre repos de l'hiver. Donc on a cette mort et cette perce-neige que je trouve intéressant. Alors moi, bien sûr, à chaque fois, je vous le dis, mais je vous le redis, ça me fait beaucoup penser au conte qu'on retrouve dans Femme qui court avec les loups, avec la loba qui récupère les os des louves, qui marche dans le désert pour récupérer les os et qui, quand elle a reconstitué un squelette, qui souffle dessus, qui chante dessus et qui redonne naissance à la louve. Et on a vraiment ça quand on est détruit, quand on a vécu quelque chose de difficile, qu'on se sent décomposé, qu'on se sent mis en 1000 morceaux, il y a toujours possibilité d'appeler cette loba qui est en nous, d'aller reconstituer notre squelette, de souffler, de chanter dessus et de repartir dans des énergies de vie. Donc c'est voilà, j'aime bien cette représentation. Alors, dans la tempérance, on a l'eau et le feu, le lien entre l'eau et le feu, donc quelque chose de plus alchimique. Hein. Cette idée d'eau et de feu, c'est vraiment une très 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 jolie carte. Le diable, alors ça c'est vraiment la représentation de ce jeu-là que je préfère dans ce jeu-là que dans le white. J'adore ce côté parce qu'il y a beaucoup de choses en fait dans le diable. Il y a le côté toutes les addictions, tout ce qui est voilà, il y a quelque chose de dangereux. Donc on va aller, c'est pareil, on travaille l'ombre dans cette carte-là, ce qui nous attache. Mais il y a aussi, et dans ce qui nous attache, il y a aussi ça, il y a la matière, le travail de la matière, le lien entre l'esprit et la matière. Et là, on est dans la carte de la matière et de l'incarnation. Donc moi, je lis cette carte aussi. D'ailleurs, dans toute carte, il y a des côtés positifs et négatifs. Je lis aussi je lis à la sensualité, au travail avec le corps, voilà. Et toujours, toujours à modérer ce travail avec le corps. Comment je travaille avec mon corps, quelle relation est-ce que j'ai avec mon corps. Et puis voilà, est-ce que je suis enchaînée on a vraiment aussi le côté dangereux. J'aime beaucoup. Et donc on voit aussi qu'il a des petites cornes, mais je trouve qu'il a plus un air de pan qu'un air de diable chrétien ou catholique. Donc en cela aussi, il est hyper intéressant. La tour, donc on retrouve les éclairs, mais là on n'a pas du tout une tour. On a les bois d'un cerf qui sont tombés avec ce renouvellement. Voilà, c'était prêt, c'était le moment. Les bois sont tombés et de nouveaux bois vont pousser. Donc quelque chose beaucoup plus naturel que la tour et qui s'éloigne donc aussi des significations, on va dire, bibliques avec voilà, la tour de Babel, avec la tentative des hommes qui voilà, d'être les égaux de Dieu, etc. Mais on a plus quelque chose de chamanique et d'incarné dans nos vies, en fait, de tous les jours. Donc, quelque chose d'ancré. Alors, l'étoile. La lune, avec le reflet. Pareil, là aussi, on va travailler l'inconscient avec les peurs, avec
Et avec cette énergie lunaire de qu'est-ce qui est... qu'est-ce que je vois dans ce reflet de la lune? Quelles sont les ombres qui m'effraient, qui en fait sont peut-être des ombres, je crois que c'est un monstre, mais non, c'est l'ombre d'un arbre, etc. Donc j'aime bien ce côté naturel, j'aime bien ce côté reflet avec chien et loup, hein. On a le loup dans l'eau et le chien dans à la lumière. On peut aussi travailler sur cette signification. Je me regarde, je regarde dans mon reflet, hein, sachant que quand on travaille avec l'inconscient, qu'on fait ce travail de l'ombre, on n'a que certaines choses qui vont remonter, qui sont des choses qui sont prêtes à remonter et qu'on a à transformer. Mais on ne va pas tout voir. Et on voit un reflet de certaines choses. Et il y a des choses qui remontent pendant toute notre vie et qu'on a à transformer toute notre vie aussi. Voilà, et donc des choses qui sont travaillées aussi en fonction du cycle de la lune. Hein, quand il y a la pleine lune, on a une énergie qui est très forte, donc on va travailler énormément notre ombre, et aussi on a l'opportunité d'énormément travailler justement ce qui va ressortir, tout ce qui va être mis en lumière de ce monde noir, et de cet inconscient. Donc c'est une opportunité de mise en lumière et de travail et de transformation. Alors, magnifique soleil, j'adore, j'aime beaucoup, voilà. J'aime bien, il y a les petites graines aussi qui se transforment un peu en oiseaux, du pissenlit. On a la chaleur du soleil, on a ces magnifiques tournesols qui suivent en fait la lumière. Donc quand on fait un travail de l'ombre, il faut toujours avoir un support de lumière en même temps pour pas se perdre en fait. Il faut toujours être comme le tournesol, c'est-à-dire avoir une partie qui se tourne vers la lumière pour pouvoir équilibrer ce travail de l'ombre. Voilà, et j'aime bien ces deux cartes, je trouve qu'elles sont représentatives de ce travail de l'ombre, elles sont intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez faire un travail de l'ombre, vous pouvez par exemple sortir ces deux cartes et faire votre tirage, par exemple de 3 cartes, il y a quelque chose qui est fort au niveau émotionnel pour vous, et vous sortez 3 cartes vous tirez 3 cartes pour essayer de comprendre et voir de quoi est-ce que ça vous parle, pas dans votre vie, mais dans votre vie intérieure. Qu'est-ce que ça met en lumière de votre vie intérieure? Et est-ce que je m'explique bien? Vous sortez ces 2 cartes, vous les posez avant de faire le tirage. Donc vous savez que vous êtes accompagné, donc là, de la capacité à aller voir, et ici de la capacité à rester connecté à la lumière et à la joie, et puis vous allez faire votre tirage et mettre vos 3 cartes dessous. Voilà, ça c'est une possibilité pour travailler en conscience et pour avoir quand même un soutien. Toujours avoir un soutien quand on fait du travail de l'ombre. D'ailleurs, quand on fait trop de travail de l'ombre et qu'on va trop travailler, trop remuer le sombre, il faut faire attention, et parfois voire même quand on est vraiment trop dans un état psychologique difficile, on a besoin de quelqu'un, de quelqu'un pour nous accompagner. Donc un thérapeute, voilà, c'est compliqué tout seul quand on est dans un état difficile au niveau émotionnel et que c'est un état qui dure. On va pas voir, on se fait pas des tirages tout seul, on va voir quelqu'un pour être accompagné. Voilà. Parce que aller visiter son ombre, si déjà on n'est que dans le noir, en fait on continue à creuser. Il faut toujours faire du travail de la lumière en même temps qu'on fait du travail de l'ombre. Toujours équilibrer, travail de l'ombre, travail de la lumière. Je vais voir les choses qui sont sombres en moi, je vais voir toutes les parties que j'aime pas, toute la méchanceté, la cruauté, les envies de vengeance, les envies de meurtre, les envies de faire disparaître, les envies de la jalousie, la violence, etc. Tout ce que j'ai mis dans mon ombre, je vais le faire ressortir. Donc si je veux le traiter et en faire quelque chose, déjà le reconnaître, c'est la première chose. Et pour que ce soit pas lui qui me dirige, mais que je sois capable d'en faire quelque chose, hein, que ce soit des signaux, des informations,
plutôt que, comme dans le diable, alors pas dans celui, enfin, plutôt que voilà, des choses qui sont dangereuses et qui manipulent, on va dire, mon côté lumineux. Je vais, voilà, donc c'est pour ça que je vais aller voir ça, parce que aussi ça va me faire, ce sont des choses qui me font souffrir, donc je vais essayer de les transformer pour que ce soit plus une source de souffrance, mais juste je me regarde comme les autres. Voilà, et tout le monde, hein, on a on est tous fait pareil, on a tous les mêmes instincts qui sont pas forcément glorieux. Il y a des choses personnelles qui vont être plus ou moins fortes en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie. Il y a même des choses lumineuses parfois qu'on peut trouver dans notre inconscient parce que, par exemple, d'être spirituel, d'être positif et d'être joyeux, bah, ça se faisait pas dans ma famille, c'était plutôt mal vu, ça voulait dire que j'étais léger ou que j'étais pas capable de comprendre certaines choses, donc je l'ai mis dans mon ombre. Il y a des gens qui ont ça. Par contre, là, quand je vais aller l'explorer et que je vais me dire, mais j'ai tout à fait le droit d'être joyeux, j'ai tout à fait le droit d'être tourné vers la lumière, j'ai tout à fait le droit de ressentir les choses qui sont belles dans la vie, je suis pas obligée d'être tout le temps dans un esprit de tout est moche, rien ne va, etc. Quand je vais le ressortir, ça par contre, ça va me faire drôlement du bien dans ma vie. Donc voilà, toujours équilibré, surtout quand on va chercher des choses sombres, hein, quand on va chercher des choses lumineuses, si par exemple on en a dans notre inconscient, ben là c'est chouette, voilà, ça va être très bien. Mais quand je vais chercher des choses sombres, c'est-à-dire la plupart du temps, toujours faire des pratiques lumineuses de je me tourne vers la beauté, donc au moins je mets une carte lumineuse. Et aussi, je fais des pratiques liées à comment je fais pour me lier, voilà, avec le beau, le bon, le vrai. Donc, par exemple, je fais des méditations, des prières à des archétypes qui sont bienveillants, comme par exemple la Vierge Marie, comme par exemple Isis. Donc, tous les archétypes féminins de protection, où je vais me promener dans la nature et je vois ce qui est beau dans la nature, où je regarde des photos de gens que j'aime, ou qui ont fait des choses qui sont belles, voilà, où je m'inspire de certaines personnes qui ont été capables de transformer le sombre en lumière. Par exemple, Mère Teresa, qui avait, comme tous les autres, des aspects sombres, par exemple le Bouddha, par exemple, voilà, même des gens qui ont pu, par exemple, moi j'aime beaucoup Simone Veil, donc elle m'inspire aussi. Voilà, donc voilà, c'est un petit aparté, mais j'avais envie aussi, en même temps que je présentais ce jeu-là, de vous donner des petites clés de ce que j'utilise moi, hein, donc c'est des choses qui me sont personnelles, c'est la façon à moi que j'ai d'aborder ce travail de l'ombre, donc pour moi c'est indispensable de toujours pondérer ombre et lumière. Jamais que dans l'ombre et jamais que dans la lumière, parce que le monde d'aujourd'hui, en fait, on a quelque chose d'assez manichéen dans le monde d'aujourd'hui. On regarde que la lumière et tout est beau, etc. Et ça, c'est énormément dans la publicité. En plus, du coup, on a comment dire, des cadres qui sont donnés, qui sont pas forcément qui correspondent aux valeurs d'aujourd'hui, enfin à la vie d'aujourd'hui. Dans la spiritualité, on est aussi sur cette idée, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être bon, il faut être généreux, il faut être lumineux, etc. Donc ça, être que là-dedans, c'est pas du tout, c'est pas juste. Et par contre, être que dans le noir, rien ne va, tout est détruit, tout est moche, l'homme est mauvais, il faut faire disparaître l'homme, etc. C'est pareil, on n'est pas du tout dans quelque chose de juste non plus. En fait, on tombe dans l'un ou dans l'autre, et ce qui est intéressant quand on fait ce travail de l'ombre, c'est d'aller, de voir les deux, et d'être capable d'aller au-dessus, en fait, et de transformer, mettre les deux, de les mélanger dans notre petit chaudron, et de transmuter ça en quelque chose de supérieur. Voilà. Alors, donc, hop. Et voilà, là on a la transmutation. Et j'aime bien parce qu'on dirait une petite coupe, on dirait quelque chose qui sort d'un verre ou d'un chaudron. Et donc on a cette transformation avec ce papillon qui n'est pas juste lumineux, qui est fait de lumière, de choses brillantes et puis de choses sombres. En plus, le papillon, c'est un archétype qui est hyper intéressant puisqu'on a l'idée de la transformation avec le cocon qui devient papillon. Cette transformation, elle est difficile. On le voit bien hein, dans un cocon, et quand on voit le papillon qui sort, ça n'a pas l'air d'être super facile.
Et on avait quelque chose de très terrestre qui va voler dans le ciel, donc qui va dans le côté céleste. Donc même chose, on a une image qui est très intéressante. Et puis on a des papillons de jour et des papillons de nuit. Donc voilà, on a une espèce qui est capable de vivre et de jour et de nuit. Et il y a peu d'espèces en fait qui ont ça, qui ont des, comment dire, alors dans l'espèce, oui, des catégories. Bon, je suis désolée, je vais pas utiliser le bon mot, mais bon, voilà, des catégories qui vivent la nuit et des catégories qui vivent le jour. Donc le papillon, c'est vraiment un archétype et un animal de pouvoir qui est très puissant pour ça, puisqu'il représente cette idée de transformation, l'idée de la transformation qui est difficile, l'idée du terrestre avec la chenille, l'idée céleste avec le papillon, et l'idée d'être un papillon de jour ou d'être un papillon de nuit, avec le sombre, le gris, et puis toutes les couleurs et toute la magnifique beauté de la nature à travers les papillons. Et ça, les amoureux des papillons, si vous regardez mais même sans même être passionné, regardez des papillons et tous les papillons qui existent, c'est juste... Moi, je trouve que c'est des créatures qui ont l'air d'être magiques et qui le sont d'ailleurs. C'est vraiment incroyable. Voilà. Hop. Et puis, le monde. Voilà, avec les mains du magicien. On retrouve les mains du magicien avec tout le monde dans ses mains. C'est super. Puis, on a les quatre éléments qui sont représentés dans cette étoile à 6 branches. Voilà, donc j'aime beaucoup avec cette idée d'arbre aussi. Alors j'aime aussi bien sûr mais ça c'est hyper personnel, le fait qu'il y ait un lotus. J'aime bien le symbole du lotus. Voilà, pour moi c'est vraiment elle est très 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 belle cette carte. Alors ensuite, alors j'ai été assez longue, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder, en plus ça va être intéressant, on va regarder les suites toutes en même temps. Est-ce qu'elles rentrent toutes? Ça, on va voir comment elle a articulé les... Ah, zut. Il manque. Voilà. On va regarder l'articulation des 4 suites. Hop. Et voilà. Alors, donc là, nous avons les 4 suites avec les 4 as. Alors, pour reconnaître les suites, je vous redis, on a un petit signe. Donc là, vous voyez qu'on a un petit bâton et c'est le 1 de bâton. Une petite coupe, le 1 de coupe, enfin l'as. Une petite épée, l'as d'épée. Et puis, l'as de denier. Alors là, même sans avoir le numéro, on n'aurait pas... Il n'y a pas vraiment de doute. Donc vous voyez que là, on a la représentation de la suite, avec ce côté du bâton qui fleurit, l'arbre, n'importe quoi, la coupe de vie, l'épée avec l'air, en fait, on voit hein, le lien avec l'air, et puis le denier, le lien avec la terre. Donc vous voyez qu'on a le lien aussi avec les éléments. Là, on voit bien que du denier pousse quelque chose, donc on a quelque chose de terrien. Ici, on a un oiseau, donc quelque chose d'aérien. Puis on a des voluptes de fumée. L'eau avec le poisson et le feu qu'on voit derrière avec les bâtons. Alors, ensuite, je vais un petit peu descendre. Voilà. Donc, les deux, avec le côté opposition ou collaboration que l'on voit dans toutes les cartes. Je trouve que dans les cartes, dans les mineurs, il y a vraiment eu un vrai travail créatif et qui m'inspire énormément et qui est très lié, qui est beaucoup lié à la nature et donc j'aime énormément. Là, donc vous voyez le lien avec la rose qui pousse à partir des deux, donc on sent le lien de cœur en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. J'adore ici aussi celle-ci avec la perspective du monde, c'est magnifique. Alors, le 3, donc des choses
Donc on sent hein, ici par exemple là le 3, on voit le cœur qui est transpercé, on voit aussi un petit peu de sang, donc on sent le Rider-Waite, hein, donc je vous le redis, si vous voulez ce jeu qui vous fait craquer, vous pouvez le prendre si vous avez des références de Rider. Vous aurez une base originale qui va étendre ces interprétations, mais vous aurez la structure et la base du Rider. Donc voilà. Le 4. Donc là, avec dans les bâtons, on a ce lien avec les renards qu'on retrouve dans d'autres jeux, mais c'est assez... c'est normal, puisque le renard, il a cette couleur rousse et il a cette nervosité, ce côté aussi malin, ce côté... donc c'est vraiment un animal qui représente bien la suite de bâtons. Ah, j'aime bien aussi que ce soit, ça c'est intéressant, hein, que ce soit en miroir, avec ce 4 de coupe, qui fait écho aussi du coup à la lune, donc ça peut être intéressant si on a cette carte là de sortir la carte de la lune et de voir aussi qu'est-ce qui ressort en fait pour le tirage de cette illustration associée à la lune. Et puis bon voilà, je vais pas toutes les faire parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Ah, j'adore ça aussi, hein, ça c'est super beau. C'est super parce qu'on a le 4 et le côté je protège mes possessions et t'as pas intérêt à y toucher, je vais pas partager. Et aussi, je tiens au chaud. Et donc là, la partie où je me recentre sur moi pour me guérir, pour me protéger, pour pouvoir après laisser les graines pousser. Mais tant que moi, je suis complètement dispersée, il n'y a rien qui va pousser. Donc il y a ce côté développement personnel dans ce 4 qu'on voit pas souvent dans les 4 et que je trouve du coup hyper intéressant. Alors, le 5, donc on voit le côté de la... Le 5, hein, il déstabilise, donc on a ce côté-là. Le 6, qui est beaucoup lié à la beauté et à la rencontre entre le haut et le bas, donc j'aime beaucoup, hein, celle-ci, elle est incroyable, et celle-là aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les suites, les deux suites de mineurs, mineurs yin, enfin les coupes et les deniers. Hop. Donc voilà, le 7. Alors c'est un jeu, quand on est débutant, qui va demander de travailler, mais tous les jeux demandent de travailler, hein, ça c'est sûr. Vous pouvez demander aux gens qui n'avaient jamais fait de tarot, jamais travaillé avec le tarot, quand on commence, c'est un petit peu compliqué, on va pas être capable de tirer les cartes comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Donc ça demande de trouver son style, ça demande de trouver la façon dont on a envie de travailler, donc on va aller voir ce que font les autres et après on va se faire son propre style. Et donc celui-là, il a un style particulier et une façon de travailler avec donc des archétypes, des animaux ou des symboles, plus que du coup des personnages. Donc pour un débutant, c'est un tout petit peu plus compliqué. Par contre, c'est pour quelqu'un qui aime le chamanisme, le lien avec la terre, avec l'existence, avec le vivant, c'est un jeu qui va être du coup super intéressant. Regardez comme c'est beau ça. Elle est magnifique cette carte. Donc à chaque fois, pour les épées, on a un peu ces encens tout autour, hein, qui apportent le côté aérien de l'épée. Le 9. Oh, regardez ça. Non mais ça, elle est incroyable cette carte-là. J'ai déjà sorti, hein, d'ailleurs, plusieurs cartes de ce jeu-là, juste pour faire de la méditation ou pour faire de la manifestation, pour avoir puisque là, du coup, on a le 9 de coupe, c'est la wish card, mais on a quelque chose de beaucoup plus spirituel que ce qu'on peut voir dans le Rider-Waite. C'est, voilà, je me sens réalisée
et heureux parce que je me suis centrée sur ma lumière intérieure et c'est ça qui m'a apporté ce sentiment d'abondance et de réalisation de mes souhaits. Je suis plus sur la personnalité, je suis vraiment sur ma lumière intérieure. Et donc, cette carte-là, je l'ai déjà sortie pour faire... alors certains appellent ça des pratiques magiques parce qu'on est dans la magie et dans la transformation. Cette carte-là est très puissante pour faire ça. Hop. Et voilà, pour travailler l'ombre, c'est pareil, je peux utiliser cette carte-là. Toujours pondérée, je le dis, avec la lumière. Donc par exemple, je vais sortir ces deux-là, avant de faire mon tirage. Alors, ensuite, donc, nous avons le 10, donc la réalisation, la fin de l'histoire, avec les dangers du 10 de bâton, quand on a trop accumulé. Voilà, trop, presque, alors ça peut être soit l'abondance, soit le trop plein. On a chaque fois ça dans les 10 avec une illustration, soit bien, soit du côté positif, soit du côté négatif. Donc là, on a plutôt positif, voire même, ça peut être un peu presque étouffant, celle-ci, j'aime bien. Ici, on voit plutôt le côté sombre. Là, on a le côté sombre, mais à nouveau, avec ce côté voilà, des eaux et de la transformation. Ça, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette carte. Elle est vraiment très chouette. Et puis, les deniers. Avec, voilà, ça pousse. On a cette abondance. Et on sent bien l'impératrice aussi dans cette carte-là. Alors, ensuite, les cartes de cours. Donc, dans les cartes de cours, elle a suivi non pas le page, le cavalier, la reine, le roi. On est plus sur des archétypes d'abord de maturité, avec l'enfant que l'on va voir, avec le petit cœur. Donc moi, je m'en souviens d'abord parce qu'ils ont des têtes d'enfants, mais aussi, voilà, c'est des petits cœurs. Il y a cette fragilité, cette innocence du début qu'on va retrouver dans ces 4 représentations. Ensuite, on a le côté d'aller conquérir le monde. Alors, c'est, comment dire, c'est pas forcément, d'ailleurs on le voit dans le tarot de Marseille, la façon dont il peut être interprété, c'est pas forcément un au-dessus de l'autre, c'est juste que celui-là, il est dans l'action et dans l'action dans le monde en fait. Et parfois, on a le côté adolescent aussi, donc on a les deux. Elle a plus représenté un petit peu l'adolescence avec je trouve, on sent bien le désir dans toutes ces cartes-là, avec des personnages féminins ou masculins. Donc on a un côté neutre, d'ailleurs, comme les enfants. On n'a ni... les enfants, on ne sait pas si ce sont des petits garçons ou des petites filles. Là, on voit le début de la vie sexuée avec cette idée de désir et de partir à l'aventure. Et aussi de besoin d'autonomie et de plein d'énergie. Puis après, donc moi, je les ai mises dans cet ordre-là qui est l'ordre traditionnel, mais il n'y a pas vraiment un ordre dans le tarot entre le roi et la reine, c'est plus une énergie plus interne, une énergie qui va rayonner de l'intérieur, vers l'extérieur, et puis qui va être une énergie d'inspiration. Donc là, on voit bien ce côté d'inspiration. Et puis le roi, on a quelque chose qui est plus tourné vers l'extérieur, mais plus dans un côté yang, avec les côtés... mais c'est la même chose dans toutes les cartes, un côté lumineux et un côté sombre. Donc voilà. Alors en résumé, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je pensais en fait au départ l'utiliser avec le Lily White. C'est quelque chose qu'on peut faire. Je vous montre en même temps que les cartes sont super pour être mélangées. Mais finalement, j'ai utilisé en fait les deux jeux avec d'autres jeux ou tout seul. Et celui-là, c'est vraiment celui que j'utilise, que j'ai le plus utilisé cet hiver.
Voilà. Mais après, souvent aussi, j'utilise des jeux différents en fonction de l'énergie de la saison. Donc, j'utiliserai peut-être un petit peu plus le Lily White maintenant que la lumière revient, que le soleil revient. Hop. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu. Donc là, juste pour voir qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qu'on peut voir comme, pardon, à quoi peut ressembler un tirage. Voilà, un tirage en 3 cartes. Donc vous voyez aussi que avec les couleurs, en fait, les fonds des cartes, on voit hein, ici qu'on est plus sur du bâton et ici on est plus sur de l'épée avec une couleur plus froide. Alors après, si on met d'autres voilà, d'autres cartes, voilà. Donc on a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Alors en photo, en fait quand on mélange le Lily White et le Lily Black, en fait ça rend très mal en photo parce que il fait la netteté généralement sur le white, donc le black est tout sombre, alors que en fait on a ce côté sombre, mais il est quand même assez lumineux. Il y a pas mal de lumière en fait qui se dégage des cartes. Donc vous voyez, c'est vraiment très très joli. Alors en ce moment je fais pas mal de tirages de ce type-là. Je vais vous montrer le white et le black ensemble. Donc vous voyez qu'en vidéo, du coup, ça écrase hein, complètement le black. Mais quand on travaille avec, bien sûr que le white est beaucoup plus lumineux, mais du coup, ça fait aller creuser ces parties-là. Donc par exemple, voilà, je peux faire en travail de l'ombre, décider de prendre un jeu sombre et un jeu clair. Voilà, par exemple, il y a une situation qui m'a créé une émotion forte. Je vais aller ici, voilà, dans le sombre, dans mon inconscient. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi est-ce que ça parle, cette colère, par exemple? De quoi elle parle, cette colère? Voilà, donc je vais regarder ces 3 cartes et je vais essayer de voir en quoi ces 3 cartes, elles répondent à ma question. Du coup, on a coupé un petit peu la tête, là. Et puis ça, ce sont 3 énergies pour transformer, en fait, 3 énergies lumineuses. C'est le feu, en fait, sous le chaudron. Comment je fais pour transformer ça avec ces trois informations? Si vous n'avez pas trop l'habitude de ce travail-là, je vous invite à marquer juste des mots-clés. Vous mettez les 3 cartes là, vous mettez les mots-clés. Les 3 cartes ici, les mots-clés. Vous mettez bien la signification. Par exemple, j'ai été en colère cet après-midi contre un tel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon inconscient? De quoi est-ce que ça me parle? Donc je mets ça, ça, ça avec les 3 mots-clés, ou avec des mots-clés pour ça, des mots-clés pour ça, des mots-clés pour ça, et je l'écris. Et comment est-ce que je peux, et bien cette idée de feu, comment je peux transformer ça? Et vous mettez les 3 cartes, le nom des 3 cartes avec les mots-clés. Et après vous regardez, vous voyez si quelque chose vient, s'il y a une compréhension qui vient se faire au niveau conscient et qui peut vous aider à avancer. Alors parfois on a du mal à la formuler, mais on sent que je commence à comprendre quelque chose, j'arrive pas bien à formuler, donc c'est que les choses commencent à venir à la surface. Si vous ne comprenez rien, c'est que c'est pas prêt en fait. Soit vous n'êtes pas prêt pour faire ce travail de l'ombre, soit pour ce travail spécifique, soit vous n'êtes pas prêt du tout pour faire du travail de l'ombre seul. Si ça vous fait replonger dans quelque chose de super sombre et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ne continuez pas à faire ce type de travail. Voilà, l'idée c'est toujours d'être capable d'équilibrer les deux. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour moi, c'était voilà, l'occasion de vous montrer ce super joli jeu, de vous parler aussi un petit peu du travail de l'ombre. Voilà, pour l'instant,
j'ai fait, hein, ceux qui veulent faire du travail de l'ombre, allez voir dans les tutos, en fait, c'est tarot psychologique, le travail de l'ombre, hein, donc, et en tout cas, le tarot psychologique fait partie du travail de l'ombre. Donc, si vous voulez commencer, commencez par les tirages tout simples, comprendre une émotion, par exemple. Ça, ça, vous pouvez le faire très souvent. Voilà, de quoi est-ce qu'elle me parle, mon émotion, etc. Ça c'est du travail de l'ombre. Voilà. Merci beaucoup à Célia pour ce joli jeu que j'adore et pour toute cette créativité, toute cette beauté justement qu'elle apporte au monde. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!